Bonjour à tous, bienvenue dans Endzone, le podcast football américain de l'équipe. Plus qu'un match, un seul match dans cette saison NFL, le Super Bowl 55. D'ici là, semaine de repos pour les joueurs, mais pas pour le podcast. Et aujourd'hui, on va mêler bannières étoilées et drapeaux bleu-blanc-rouge, la France et la NFL. Certains de nos meilleurs talents quittent leur pays pour vivre le rêve américain. Et on va se demander quelles sont les voies pour y arriver, comment se passe la vie aux États-Unis pour nos jeunes Français, quelles sont les missions et les difficultés, et puis comment s'adapter et faire qu'un jour un Français rejoue en NFL. Pour répondre à toutes ces questions, les deux consultants de la chaîne L'équipe, Anthony Maungu d'abord, receveur pro passé par Philadelphia et pour Dio notamment. Salut Anthony. Salut Antoine, salut Peter et bonjour à notre invité surprise. Et avant de le présenter, on a le représentant du fan club de Patrick Mahomes aussi, notre consultant Peter Anderson. Salut Peter. Fan club où on est très nombreux, de plus en plus. Voilà. Tout à fait, et donc tu l'as un peu teasé, on a un invité avec nous. Tel Emmanuel Macron avec Joe Biden, il est avec nous par téléphone. Il est très à l'est des États-Unis. C'est Jordan Avicé, defensive tackle de Buffalo. Salut Jordan. Salut l'équipe. C'est parti pour l'épisode 4, les Français en Amérique. Faites vos valises direction les États-Unis. Avec 27 matchs de NFL entre 1990 et 1992 sous le maillot des New England Patriots comme linebacker, Richard Taditz est le seul Français à avoir joué dans la plus grande des ligues de football américain. Autour de cette table, aucun des deux joueurs n'était né au moment des exploits du basque et pourtant, tous rêvent un jour de suivre ses traces. Depuis, beaucoup ont tenté, beaucoup tentent encore de se faire une place dans ce monde difficile. Certains l'ont touché du doigt en intégrant des équipes avant les saisons régulières. On pense à Marc-Angelo Souma, Philippe Gardan, Sébastien Séjean, Anthony Dablé ou encore Anthony Maungu qui est avec nous et qui n'en a pas fini avec ce rêve. Justement, Anthony, il y a plusieurs manières de tracer sa destinée, si je puis dire. L'université, le championnat NCAA. J'aimerais que tu me parles de ton expérience qui commence avec le Junior College. Alors le JUCO, c'était une étape obligatoire pour mon profil, étant donné que à mon âge, une fois que j'ai eu mon bac en poche et que j'avais commencé une année en médecine, je pouvais pas directement atteindre une première division universitaire. Et du coup, moi, mon préparateur physique et mon mentor Steve de Laval, il m'en a beaucoup parlé depuis que j'avais 17 ans. Il m'a parlé de cette étape qui est le JUCO. Et du coup, voilà, quand il a fallu mettre tout de côté et tout miser sur le foot, ça a été cette étape. Et c'est clair que la vie en JUCO, elle est dure. Elle est dure, on peut se faire une petite idée avec maintenant la série Last Chance U sur Netflix. Et encore, ces facs-là, c'est des facs qui proposent des bourses. Moi, dans mon JUCO, c'était dans une bonne conférence en Californie et il n'y a pas de bourse en fait. Donc tu payes toute ta poche. Donc moi, quand j'y suis allé, c'était sur un prêt étudiant. J'avais dû magouiller un petit peu pour que le prêt soit accepté parce que techniquement, mon banquier, ce qu'il avait compris, c'était que j'allais forcément avoir une bourse, alors qu'on sait très bien qu'on n'est jamais sûr d'avoir une bourse. Tu vois ce que je veux dire ? Et non, c'était. Je vais pas dire que c'est un enfer. Hein. C'est pas un enfer, mais il faut savoir ce que tu veux en fait, tout simplement, et rester focalisé, concentré, discipliné sur le processus qui peut t'emmener à ton objectif. Et voilà, du coup, après seulement un semestre en JUCO, j'ai pu avoir une bourse pour aller à Purdue University. Et Jordan, de ton côté, il me semble que tu es passé par l'université au Canada avant d'arriver en NCAA. C'est ça. Disons que moi, mon parcours a été différent de celui d'Anthony. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller jouer dans un cégep au Québec, c'est-à-dire une transition entre le lycée et l'université. C'est le cégep qui a pu me donner cette visibilité, couplée à notre titre de champion d'Europe avec l'équipe de France, permet de donner cette visibilité nécessaire afin d'être recruté en NCAA. Et Peter, il y a aussi parmi les solutions un programme qui s'appelle le International Program Pathway pour les joueurs étrangers, auquel un Français, Yohan Miangué, va participer. Vous l'avez reçu sur la chaîne L'équipe. Il y a plusieurs accès, c'est ça exactement ? Oui, voilà, il y a plein de moyens d'arriver en NFL. On a la démonstration avec Anto et Jordan, leur parcours respectif. Et puis il y a le International Player Pathway qui est récent, je crois, ça n'a pas toujours existé. C'est la NFL qui veut s'internationaliser. Tu confirmes, Anto c'est... Ouais, là pour le coup, je suis assez confus sur l'histoire de ce programme, parce qu'il me semble que, par exemple, Sébastien Séjean a bénéficié de ce programme. Je suis pas sûr, mais il me semble. Pour le coup, ce programme, c'est assez spécial parce honnêtement, je sais pas vraiment sur quels aspects ils choisissent les joueurs, puisque ils sont d'accord pour dire que ils ne prennent pas les meilleurs joueurs. Ils prennent des athlètes qui
un potentiel. Un potentiel athlétique qui pourrait se retranscrire en NFL une fois un certain développement. Ouais, mais je pense que ça a dû évoluer ce International Player Pathway. Et ouais, Yohan Nyangé qui donc a rejoint, qui était un ancien, je sais pas comment on dit, mais quelqu'un qui faisait du taekwondo, un taekwondo-i, je ne sais pas comment on dit, donc là, j'ai pas mon Un famille. combattant. Mais voilà, un combattant. Et donc oui, on l'a reçu et il passe par ce programme. Encore une fois, c'est la NFL qui cherche à s'internationaliser, à aller chercher des joueurs en dehors des États-Unis et du Canada pour aussi que des pays comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme les pays européens s'intéressent à la NFL parce que quand on a un représentant, évidemment, c'est plus facile. Et Anthony, quand on joue ici dans l'élite européenne, donc que ce soit en équipe de France ou dans les compétitions ici, quelle est la première différence que tu ressens quand tu débarques là-bas au niveau du jeu ? Le jour et la nuit, tout, tu me diras, mais c'est simple. Et mes coéquipiers en équipe de France, ils avaient un peu le seum que je dis ça. Mais moi, j'ai intégré l'équipe de France senior quand j'étais encore junior. J'ai fait une année spéciale puisque à l'époque, en junior, donc ce qui est maintenant moins de 19, on y jouait 3 ans avant de passer en senior. Et ma dernière année, donc ma 3e année, j'ai pas joué pour mon club. Je me suis juste entraîné. Et malgré tout, on m'avait sélectionné en équipe de France senior d'abord, juste pour compléter le nombre pour le camp d'entraînement avant de participer à la Coupe d'Europe. Et j'ai fait un bon camp et du coup, j'ai pris la place d'un receveur qui était censé participer et du coup, j'y suis allé. Et honnêtement, moi qui, à ce moment-là, donc je viens d'avoir 20 ans, je suis un junior qui joue parmi les seniors, parmi les meilleurs joueurs européens. Et honnêtement, quand j'arrive en JUCO, je peux vous assurer que l'équipe titulaire attaque et défense, elle est bien meilleure que l'équipe nationale. Aussi bien française que allemande ou autrichienne. Et Jordan, c'est la même chose que tu as ressenti, une différence énorme? Ouais, non, c'est clair, c'est clair. L'équipe de France, ça a été un palier pour moi. Disons que je pense, comparé à Anthony, je suis quand même assez récent dans le football, donc j'ai commencé un peu sur le tard, on va dire. Donc l'équipe de France, pour moi, c'était vraiment pour moi dans ma tête, c'était le top du top. Et arrivé aux États-Unis, clairement, c'est 2 mondes totalement différents. Après, c'est vrai qu'en équipe de France, on va mettre peut-être le fait que ce sont des adultes, comme on dit, c'est des grown men, tu vois. Ouais. C'est des gars qui ont de la force d'hommes adultes, mais j'espère que le jeu ici est à un tout autre niveau. C'est incomparable. Et moi, j'ai une petite question avant qu'on continue avec Antoine. C'est aussi pour Anthony et pour Jordan. C'est au final, qu'est-ce qui est le plus dur, le côté sportif, le côté physique, ou alors justement l'aspect mental d'être loin de son pays, loin de sa famille, d'être seul, surtout en JUCO, je pense à Anto, où il faut se battre, il y a beaucoup de concurrence. Pour toi, Jordan, et aussi pour Anto, même question. Le plus dur, c'est vraiment le sport, le côté football américain, ou tout ce qu'il y a autour? De mon expérience personnelle, je te dirais que c'est l'autour. L'autour est plus compliqué parce que je pense qu'on est des compétiteurs de nature. Ouais. On est des athlètes, on a les habilités. Le foot, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Donc en vrai, sur le terrain, c'est là vraiment on se sent vraiment comme un poisson dans l'eau. Et c'est vraiment l'autour, on va dire, les coachs, l'adaptation à la vie, une nouvelle culture, l'éloignement. Je pense que c'est là où vont être les vrais challenges. Par exemple, la météo peut être aussi un challenge, quelque chose qui peut jouer sur ton mental. Par exemple, là, en ces périodes de confinement et tout, il y a encore plus de facteurs qui peuvent vraiment te challenger. Et je pense que tout ce qui se passe en dehors du terrain est peut-être plus difficile à vivre que sur le terrain. Parce que sur le terrain, tu joues au foot, et c'était un contre un, c'est ce pourquoi tu es venu. Je sais pas, je pense... Anthony, dis-moi ce que tu en penses. Bah, tu vois, c'est exactement... Toi aussi, tu étais dans le froid en plus, Anthony. Ouais. Bah, c'est exactement pour ça que je voulais que tu commences, Jordan, parce qu'en fait, je pense que ça dépend vraiment du profil et un peu de l'expérience que tu as dans ta vie, tu vois. Mais moi, pour le coup, je trouvais pas ce qui était en dehors du football, je trouvais pas ça si dur parce qu'en fait, j'étais tellement matrixé. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en JUCO, moi, je me sentais comme Rambo. En mode guerrier, ouais. C'est-à-dire qu'il y a ma mission. Je calcule personne. Il y a ma mission et il n'y a rien d'autre. Ouais. Tu vois. Et en fait, moi, là où ça a été dur, moi, en JUCO, en vrai, je dis que la vie, elle est dure. Mais moi, je ne l'ai pas ressenti comme étant dur. Parce que ça s'est bien passé aussi. Parce que ça s'est très, très bien passé. Je gagne ma place du titulaire au bout du 3e entraînement que je lâche plus. Et ensuite, on fait la meilleure saison dans l'histoire du JUCO. Tu vois.
Donc pour moi, ça n'a pas été compliqué. Là où ça a été dur pour moi, c'est d'arriver à Purdue. Je passe, t'as mentionné la météo, Jordan. Je passe d'un temps où il fait beau, il fait 25 degrés alors qu'on est en décembre. Je reviens en France quelques semaines et en janvier, je me retrouve dans l'Indiana où il fait moins 5, tu vois. Mais ça, c'était pas le plus dur. Là où ça a été le plus dur pour moi, c'était réellement mes deux premières années à Purdue, c'était le fait d'être remplaçant pour la première fois de ma vie. Parce que comme tu l'as dit, Jordan, nous, on sait ce qu'on vaut et je pense que pour être un très bon athlète, tu dois être ton plus grand critique, tu vois. Tu sais quand tu fuck up. Tu sais quand un entraînement se passe mal, que tu fais mal les choses. Mais quand tu fais les choses bien et que moi, par exemple, au bout de ma première semaine sur le campus, le coach receveur qui m'a recruté, il fait ses bagages et il se casse à Pittsburgh. Et du coup, il était mieux payé à Pittsburgh, tout simplement. Et tu perds ton soutien numéro 1. J'ai été recruté par le head coach, le coach d'attaque et le coach receveur. Donc j'ai un des trois qui se barre et mon coach receveur qui arrive, qui était l'ancien coach tight end, il a directement un rendez-vous individuel avec tous les joueurs. Et moi, il me dit directement, tu vas pas être titulaire. Je dis pas que j'allais forcément être titulaire avec l'autre coach. Il te laisse pas vraiment la chance, quoi. Mais il le dit clairement que il va miser d'abord sur les anciens, qui sont le junior D'Angelo Yancey qui a fini par être drafté par Green Bay, et un autre receveur qui venait de JUCO, mais que lui avait recruté. T'as beau avoir... Et Jordan, il doit le savoir, enfin ça doit être la même chose à Buffalo, mais on prend toutes les stats à l'entraînement. Bien sûr. On prend toutes les stats. En tant que receveur, j'avais les stats pour l'entraînement de la veille. Quand j'arrivais le lendemain matin, j'avais les stats de combien de balles on m'avait lancé, combien de balles j'avais attrapé, combien de balles j'avais raté, le nombre de gros jeux que j'avais accompli, le nombre de touchdowns que j'avais accompli. Et quand tu vois que, quand tu es en compétition avec des autres receveurs, et quand tu vois que tu es dans le top 2, et qu'au final, tu n'es pas titulaire, c'est là où moi, ça a été très très dur. Ça a été très très dur. Il y a du vécu, et j'ai vécu la même situation que lui. J'ai vécu la même situation dans le sens où j'ai été recruté par le coach DN, le head coach, et le coach tight end. Le jour après ma signature, j'apprends que le coach DN partait pour Utah State, je crois. Donc clairement, en fait, j'arrivais sur le campus, le coach qui me recrutait était parti. Et disons que le nouveau coach DN, c'était l'ancien coach DB, je crois. Et il m'a dit clairement la même chose. Il m'a dit ouais, en gros, il me connaît pas, quoi. Il me connaît pas. Et que lui, il a son groupe de gars qu'il connaît depuis quelques années. Et ça a été dur, hein, ça a été dur, parce qu'aux entraînements, je raflais les awards, je sais pas, Anthony, c'est à Purdue aussi, il y avait ça, les Guy of the Week, Bench King, Speed King, tous les awards, et malgré tout, le coach, il dit que non, j'ai mes gars, et ça va être comme ça. Et c'est, malgré tout, t'as beau battre ces gars à l'entraînement, faire mieux qu'eux, et le coach lui dit, ouais, sois patient, mais tu sais pas qu'en ce moment... Ouais, sois patient, ça c'est la phrase préférée. Ton heure va venir, Et justement, est-ce que vous pensez qu'être français, c'est une difficulté supplémentaire dans pas ce être américain, ouais, je pense, surtout. En tant que joueur, je veux pas y penser en fait. Parce que si j'y pense, je sais que... j'ai peur de m'en servir comme excuse, tu vois. Ça va dépendre des coachs. Il y en a qui vont réellement te voir tout simplement comme un joueur, comme j'ai eu la chance d'avoir lors de ma dernière année, et d'autres où, inconsciemment, ils savent que tu es français, tu vois. Et moi, par exemple, là où je pense que j'ai eu un peu de chance dans mon recrutement, malgré tout, et c'est pour ça que j'ai quand même pu jouer à chaque fois mes 2 années, même en étant remplaçant, on m'a raconté l'histoire de comment le head coach avait vu mon film en JUCO. Mon coordinateur offensif est parti le voir et lui a dit je te dis pas son nom, je te dis pas où il joue, je te dis pas de quel état il vient. Il a pas dit de quel pays, il a dit de quel état il vient. Juste regarde-moi son film et dis-moi ce que t'en penses. Il a regardé le film, il a dit quand est-ce qu'on peut la voir, et ensuite il lui a dit que j'étais français. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de coachs et d'assistants qui réfléchissent comme ça, tu vois. Mais je pense que un peu ça m'a aidé. Ouais. Et pour répondre du coup à ta question, je pense que de manière inconsciente, je pense que ça peut jouer. Mais je préfère, tant que je suis un joueur, moi je préfère ne pas y penser. Si tu penses vraiment, c'est une réalité. Mais si tu penses vraiment, tu peux tomber facilement dans
dans la victimisation, tu vois. Ouais. Imaginons si les choses ne vont pas dans ton sens, tu peux te dire que de toute façon, c'est parce que je suis français et même pas, ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. Si tu penses pas, tu fais ce que tu as à faire et c'est tout, tu vois. Tu prends vraiment le contrôle sur les choses sur lesquelles tu as le contrôle. Et Exactement. c'est la que j'ai eue. Mais après, je pense que la différence entre Anthony et moi est que je pense, moi, avoir été recruté vraiment en tant que comment dire, le français, vraiment, le français, tu vois. C'était pas vraiment cette même démarche, ça a vraiment été l'international, tu vois. Donc, moi, je suis arrivé, je me rappelais, c'était vraiment un peu l'OVNI, tu vois. L'OVNI et au quotidien, c'était que des challenges, tu vois. C'était tous les exercices tous les drills, les compétitions, tout le monde, tu vois. Je me rappelais, quand je suis arrivé, j'étais le plus grand de la défensive, de l'unité. Tous les gars, ils voulaient me tester, tous les drills, tout le temps, tout le temps. Oh, give me le Frenchie, I want Frenchie, tu vois. Ouais, aujourd'hui encore, il y a même des coachs, je pense que ça même pas vraiment d'où je viens, tu vois. Tu sais, pour eux, t'es juste un overseas guy, tu vois. T'es un gars qui vient d'ailleurs. Des gars qui disent, oh, the Canadian, tu vois. Je suis pas canadien, tu sais. Des gars qui me disent, the German guy. Oh. Tu vois, il y a des gars qui me disent, oh, man, Nigerian, tu vois. Il y a même, tu sais. Ah oui. T'as T'as eu toutes les nationalités possibles, quoi. Exactement, tu vois. Jordan l'international. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et Jordan, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble une journée type à la fac entre le réveil et le coucher? Alors la journée type en saison, généralement, on se lève à 5h, t'arrives à 5h30 au stade pour un petit déjeuner. 6h, généralement, il y a lift. 6h, t'as un lift de 45 minutes. Après ça, t'as des traitements, tu peux manger encore. Après ça, aux alentours, je pense, de 7h30, tu vas avoir des meetings, special team, meeting d'équipe, etc. Ensuite, tu vas aller te tape pour commencer la pratique. La vidéo, tu veux dire? L'entraînement. Donc, et c'est ça. Donc, aux alentours de 11h, l'avantage avec, en tout cas à Buffalo, c'est qu'on a vraiment tout sur place. Le terrain indoor, toutes les facilités sont vraiment juste sur le campus, tu vois. Donc, c'est vraiment cool. Donc, à partir de 11h, tout ce qui est activité football, on va dire obligatoire, sont terminées, tu vois. À partir de 5h30 à 11h, t'es au stade. À partir de là, tu vas manger à la cafétéria. Et c'est là que ta vie d'étudiant commence, on va dire. Aux alentours de 12h30, généralement, j'ai des cours qui commencent. Peut-être vers 4h, ça finit. Et là encore, ça continue parce qu'il y a tout ce qui est hall d'études, tutorat, aide académique, tout ce qui est meeting académique, etc. Et si tu peux, essayer de squeeze au moins peut-être un petit extra workout ou extra treatment, tu vois, aller au stade encore, faire du tape, du film. Généralement, je rentre à la maison aux alentours de 8h. Aux alentours de 8h, je rentre à la maison. Là, je peux commencer un peu à relax, tu vois. C'est un peu de relax, tu vois, jouer aux jeux vidéo, lire ou aussi même faire encore des devoirs parce que souvent, le temps passé avec les aides académiques n'est pas suffisant. C'est une grosse aide, Ouais. mais le travail personnel. Perso, moi, je suis en Sciences Po, donc c'est de la lecture, tout le temps dans des livres. Et je dirais qu'aux alentours, vraiment, si je suis un bon garçon, je devrais être au lit aux alentours de 10h, tu vois. Et après, tu vois... ça dépend. Ça dépend. Donc, Mais ça, c'est marrant parce que moi, du coup, dans ma fac, c'était l'inverse. Toi, tu fais tout ce qui est obligation football le matin. Et ben nous, c'était l'après-midi. C'est ça qui est drôle. Si je devais être à 5h50 dans les vestiaires pour la muscu de 6h, moi, je te cache pas, moi, je me lève à 5h25, 5h30. Tu vois. Et, il y a du vécu, ouais. Et du coup, pour nous, les cours, le plus tôt, c'était 7h30. Et généralement, tes cours ils finissent au plus tard à 13h20. Et du coup, selon ton emploi du temps, comme tu l'as dit, Jordan, on a les traitements, tu peux aller manger, etc. Et du coup, nous, c'est vraiment à partir de 14h15, on est en meeting, les meetings avant entraînement, ensuite les meetings après entraînement, ensuite on se douche tous, on va tous dîner ensemble à la cafétéria. Ensuite, on a, comme Jordan l'indiquait,
les heures d'études. Et après, tournoi de Madden. Moi, par contre, je ne te gâche pas, à la fac, je ne jouais pas trop aux jeux vidéo. J'étais, moi aussi, les cours, c'était dur. Et bien qu'on l'aide des mentors, elle est très importante, tu n'as jamais le temps de tout faire. Dans les deux cas, sacrée journée en tout cas. C'est clair. Et il y a un événement ou plusieurs qui ont marqué, mais parmi eux, il y a les titres. Anthony, tu as gagné le Foster Farms Bowl en 2017, avec en plus un touchdown de 38 yards en finale. Et Jordan, le mois dernier, le Camellia Bowl de ton côté. Messieurs, en plus, c'est des ambiances très particulières, les tournois universitaires. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais des matchs universitaires de football américain, là-bas, c'est plus que certains matchs de Ligue 1. Pour donner un peu une vue d'ensemble. Ça fait quoi de gagner un titre là-bas ? Moi, ce que j'aimerais vous poser une question à Jordan. Avant de parler de ces titres, moi, j'aimerais savoir ce que ça fait de jouer, d'avoir joué avec la situation sanitaire. Pas grand-chose, honnêtement. Avant le début de la saison, il y avait des gars qui parlaient quand ils ont annoncé qu'il n'y allait pas avoir de fans. Ils disaient, les matchs, on va se croire à l'entraînement, et en fait, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Quand j'étais sur le terrain, t'es tellement concentré sur ce que tu fais qu'en vrai, tu réalises même pas tant s'il y a des fans ou quoi, tu vois. Moi, j'ai pas vu une grande différence. J'étais tellement investi dans le match, dans ce qui se passe vraiment sur le terrain, que je réalise pas forcément ce qui se passait derrière. Puis ils essaient de faire en sorte qu'il y ait des faux bruits de fans, de musique, tu vois. C'est un peu sketch, mais ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, tu vois. Mais après, c'est clair que avoir joué l'année dernière au Bahamas Bowl et cette année au Camellia Bowl, c'était quand même deux ambiances différentes. Parce que Bahamas Bowl, c'était la fête. Vraiment, c'était la fête. Tu vois, le match, c'était waouh. Déjà, le gars, il était aux Bahamas quand même. Hein. Ouais, non, c'est clair que les deux victoires, c'était vraiment extraordinaire. Mais je pense que la pandémie a quand même changé beaucoup de choses. Je dirais aussi même au niveau des protocoles tout au long de la saison, ça a été militaire, clairement. Vraiment, les coachs sont devenus Rambo, les kinés, tout le monde c'est devenu protocole, distanciation dans l'avion, dans les bus. Ça a été... En tout cas, ils ont vraiment mis en place des moyens extraordinaires pour que les gars puissent jouer. On en revient à ton titre avec, en plus, comme je le disais, touchdown au bol, c'est pas mal. Ouais, mais en fait, là, je vais me jeter un peu de fleurs. Mais attention, hein, c'est 2 touchdowns. C'est 2 touchdowns et celui de la victoire. En fait, là où, pour moi, ça a été vraiment spécial, c'est que, tu vois, par exemple, Jordan, lui, il en a 2 déjà. Tu vois. Moi, en 3 ans à la fac, mes 2 premières années, on a enchaîné des records, mais dignes des Cleveland Browns ou des Buffalo Bills quand ils étaient Jaguars, quoi. Quand ils étaient dans le fond du gouffre. Et du coup, non, cette participation à ce bowl game, qui est quand même relativement prestigieux contre une belle équipe d'Arizona. En soi, c'était déjà une très belle victoire parce qu'on n'avait pas été en bowl depuis 5 ans. Il faut peut-être expliquer d'ailleurs ce que c'est très rapidement un bowl en universitaire. Les meilleures équipes, il y a combien, une trentaine de bowls, quelque chose comme ça. Et donc les meilleures équipes jouent, mais tout le monde n'a pas la chance de jouer ce qu'on appelle un bowl game, qui est une petite finale. C'est ça. Donc généralement, pour être qualifié pour ces petites finales, il faut avoir une fiche victorieuse. Et merci Peter. Non. C'est important, t'as raison. C'est surtout pour les gens qui nous écoutent. Mais du coup, donc c'était déjà une belle victoire de participer à ce bowl game. Mais alors, en plus de apporter une pierre à l'édifice, c'est ça qui est le plus beau. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent se vanter de dire ma dernière action en carrière universitaire, c'était un touchdown qui donne la victoire à mon équipe. Et ton nom, il reste dans les livres d'histoire de la fac de Purdue aussi, du coup. Ouais. Et ça, c'est beau. Et pour être honnête, là où ce qui est encore plus beau, et là vous allez dire que je suis un peu sentimental, mais pour la petite anecdote, ce bowl game, il se joue dans le stade des 49ers, le nouveau stade qui est à Santa Clara, le Levi Stadium. Et ça a été dans ce stade que j'ai vu mon premier match en NFL. C'est beau. Et du coup, quand ils ont annoncé qu'on allait jouer ce bowl dans ce stade,
pour moi, c'était Un signe. c'est ça en fait. C'était un signe. Je savais que ça allait bien se passer. Je savais que ça allait bien se passer. Et du coup, en plus, c'était en Californie. J'ai pu inviter des anciens teammates de mon JUCO. Il y a eu mon cordeau offensif, mon head coach de JUCO qui sont venus avec leur famille. J'avais des amis de France qui sont venus. Enfin bref, c'était simplement formidable. Ouais, et Peter, il faut le dire, en plus, les ambiances sont... Oui. D'ailleurs, on vous invite à aller voir Oui. la vidéo du match où Anthony marque et gagne le ball. C'est des ambiances qui sont formidables, quoi. C'est digne de certains des plus grands événements de sport dans le monde, même. Ah oui, parce que le public a moins de 22 ans, en gros, hein, la plupart du public, puisque l'université aux États-Unis, c'est de 18 à 22 ans, pendant la plupart des cas, c'est 4 ans. Et c'est vraiment que des jeunes qui sont là dans le stade, qui c'est leur sortie du week-end, la plupart du temps, quand c'est un match à domicile. Donc on va faire la fête, on va hurler pendant tout le match pour son équipe, et puis on défend vraiment son terrain, son terre-terre, hein, j'ai presque envie de dire, on défend chez nous, quoi. Et d'ailleurs, moi, mon père étant américain, je sais que mon père, par exemple, est fan d'équipes professionnelles, mais l'équipe qu'il supportera avant tout, ça sera Kansas University, KU, parce que c'est son université, et la plupart des gens aux États-Unis, ils vont avoir plus d'affection pour leur université s'ils sont allés dans une grande université ou même dans une petite université que pour une équipe professionnelle, parce que aussi il y a le côté amateur, pas professionnel. Les jeunes jouent pour l'amour du sport et pas pour l'argent. Donc même si ça peut amener d'autres problèmes dont on va pas parler ici, mais voilà. Donc oui, il faut aller voir sur internet les ambiances universitaires. C'est 80 000 personnes, 90 000 personnes, même peut-être plus comme à Michigan, et c'est une folie totale. Ouais, et puis je pense que Jordan il peut nous le dire parce qu'il le voit. Ah, Buffalo, ouais. Il le vit en ce moment, mais comme le dit Peter, c'est une vraie ferveur parce que les fans qui viennent te voir, ce sont des gens que tu côtoies. Ouais, c'est presque tes potes, quoi. C'est des étudiants, c'est des gens avec qui tu les vois sur le campus, tu vas en cours avec eux. Juste pour finir, on va retraverser l'Atlantique, parler du foot ici en France. Selon vous, pour que ça se développe encore plus et que de plus en plus de jeunes joueurs comme vous deux partent aux États-Unis, qu'est-ce qui pourrait être poussé, amélioré Tiens, juste avant que vous répondiez, moi, pour avoir fait pas mal de podcasts comme ça, avec Jordan, avec Jeffrey, avec pas mal de joueurs qui jouent là-bas, ce qui revient tout le temps, et c'est ce que m'a dit Anthony d'ailleurs dans les premières semaines où on a commenté la NFL ensemble, il me l'a dit, il faut un exemple, il faut un modèle, il faut un Français qui aille en NFL pour justement derrière développer le sport en France. Enfin, voilà, je me permets juste de dire ça, mais je pense que ça va être le même message. Non, c'est ça, pour aider au développement de cette discipline, il faut qu'on en parle en France. Pour qu'on en parle en France, il faut qu'on ait un ambassadeur. Que ça soit en clair sur l'équipe. Avec nous deux. SO l'équipe. Et moi, encore une fois, en tant que joueur, j'aurais toujours comme objectif d'avoir ne serait-ce qu'un dixième de l'impact qu'a eu Tony Parker sur le basketball français et même sur le basketball européen. Une fois qu'on aura quelqu'un de ce calibre pour nous représenter... Ça peut aller vite après. Hein. Ça peut aller vite et après, honnêtement, c'est de la com, quoi. C'est comme par exemple les matchs de NFL à Londres qui pourraient, pourquoi pas un jour venir à Paris, on ne sait pas. Mais c'est ce genre de choses qui pourraient permettre le développement du foot US. Jordan, t'es du même avis que Anthony là-dessus ? Ouais, je suis du même avis qu'Anthony. Je pense que à l'image du basketball français, il nous faut des joueurs. Il nous faut des joueurs. Il nous faut, c'est ça, entre guillemets, des vedettes. C'est ça qui fait vendre. C'est ça qui va donner la confiance aux gens et inspirer des vocations pour commencer à pratiquer le football américain en France. Exactement. Moi, personnellement, par exemple, j'ai entendu parler du football américain très tard, et c'est grâce au Super Bowl qui était retransmis en France que j'ai pu vraiment voir un peu, ok, le football américain c'est ça a l'air cool, etc. Ouais, je pense qu'il faut des noms, tu vois. J'ai pratiqué du basket à haut niveau, et quand t'as des membres de famille te demandent quel sport tu pratiques, tu te dis, le basket. Moi, je suis d'origine congolaise, on va me dire, comme dit Kembe Mutombo, tu vois, Mutombo. Ouais, il y a des noms, tu vois, qui reviennent. Et je pense que de la même façon, il nous faut des noms, tu vois, on va dire, ok, comme Anthony Mangou, comme Jordan Avicé. Et ensuite, c'est aussi, il faut aussi que le pays, les infrastructures, disons, aussi ils mettent en France, ça va être un travail d'équipe, tu vois, un travail d'équipe pour diffuser au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, les athlètes, c'était en France déjà, c'est un peu prédéterminé. Il y a des grands, ils vont aller au basket, ils vont pas forcément penser au foot US ou
d'autres gars ils vont aller au soccer et ainsi de suite, tu vois. Il faudrait déjà même instiguer aux plus jeunes la découverte et comment les jeunes y découvrent en les faisant rêver. Déjà, si le foot américain devient un choix pour les jeunes dans les années qui viennent, déjà, ça sera une grosse victoire, je pense, pour ce sport. Ouais. Mais en tout cas, on est quand même je trouve on est sur une bonne ascension, puisque voilà, il y a encore quelques années, j'étais solo en NCA. J'avais mon compagnon d'équipe de France, Enzo Rosani, qui était lui en Division 2. Mais maintenant, tu vois, quand je vois des Jordan Avicet, on a Jeffrey Mba qui est en JUCO, qui avait quand même pas mal d'offres de première div. On a notre ami Kyo Axel à Furman. Wilfried Penney aussi. Wilfried Penney à Virginia Tech. Junior AO. Oui, comment j'ai pu oublier Junior? Terence Junior, désolé, excuse-moi mon gars. Junior, mon pote, SMU représente. Mais voilà, tous ces noms. Et je pense que ça peut, on est sur une belle ascension. C'est quelque chose de réel. Par exemple, je me rappelais quand j'étais recruté par l'université de Cincinnati. Je me rappelais, il m'avait parlé de toi, par exemple, tu vois. Et je pense que ça avait aidé dans le processus de recrutement. Ouais, voilà. Que tu avais fait tes preuves, tu vois. Et de la même façon, dans le futur, il y aura des gars mon nom va être sorti aussi, qui va permettre à d'autres jeunes d'être recrutés. Et c'est clair, c'est quelque chose, peut-être au début, on ne se rend pas forcément compte. Moi, personnellement, j'avais commencé le foot avec beaucoup de légèreté. C'était vraiment, tu vois, les choses sont arrivées très rapidement pour moi, sont passées très rapidement. Donc j'ai toujours cette légèreté, mais j'ai toujours eu quand même cette conscience que j'étais arrivé à un stade où, en fait, je jouais plus seulement pour moi-même. Disons que j'ai toute une communauté derrière moi, tout un pays, parce qu'on arrive à un stade où vraiment, c'est vraiment une élite. On est très très peu à se rendre à ce niveau-là, et à partir de là, c'est vraiment plus grand que toi-même. Mais si vraiment tu as cette mentalité qui te dit qu'aujourd'hui, certes, c'est ma vie, mais à partir de là, je me bats aussi pour d'autres personnes, pour d'autres jeunes qui rêvent, parce qu'on est là, Anthony aussi, il connaît ça, c'est sûr, d'être sollicité par des jeunes qui te demandent comment tu y es arrivé, tu m'inspires, j'ai envie de faire la même chose, tu vois, en fait, tu vends du rêve et ta carrière, c'est ta carrière, mais en même temps, tu te bats pour quelque chose de plus grand que toi. Pour finir cette émission, vous en avez l'habitude, on a décidé de mettre en avant un ou deux joueurs ces dernières semaines. Cette semaine, on va plutôt mettre un phénomène, un lien entre deux sports très populaires aux États-Unis, très populaires ici. C'est le football américain et le rugby. Alors déjà, ça nous permet de boucler la boucle avec Richard Tarditz, qui est donc le seul Français de l'histoire de la NFL, car il a été également rugbyman. Aujourd'hui, l'ancienne star des Wasps, Christian Wade, évolue dans l'équipe d'entraînement des Bills de Buffalo, au poste de running back. Peter, il y a un vrai lien. Tu me parlais de Johnny Wilkinson, notamment, avant l'émission. Oui, même si personnellement, j'aime pas trop rapprocher ces deux sports, parce qu'à part le ballon ovale, il y a vraiment pas grand-chose, et que c'est physique, il y a vraiment pas grand-chose de similaire. Mais c'est vrai que quand un ailier en rugby qui va courir, Christian Wade, après quand on lui donne le ballon, alors c'est pas la même chose d'être running back et d'être ailier en rugby. D'ailleurs, il l'expliquait très bien, notamment sécuriser le ballon, etc. Voilà, notamment sécuriser le ballon, ça c'est très important parce que la perte de balle en rugby est beaucoup moins grave qu'une perte de balle en football américain qui peut être catastrophique pour une attaque. Et Wilkinson, je voulais le citer parce que c'était un petit moment, c'était je crois en 2007-2008, il y avait des franchises NFL qui avaient aussi essayé de le contacter. Alors Johnny Wilkinson, pour ceux qui savent pas, c'était un kicker, alors un botteur, je crois qu'on dit un buteur en rugby, et il voulait le prendre pour faire les field goals en football américain. Ça s'est pas fait, mais voilà, je pense qu'il y a des liens en raison du ballon tout simplement, et aussi du côté physique. Et puis moi, s'il y a des rugbymen qui vont jouer au football américain, je prends. Et d'ailleurs, Anthony, je voulais te poser la question. Là, pour le coup, ça dépasse vraiment le cadre du rugby et d'un lien qu'on dit ici qui s'avère pas toujours vrai. Mais c'est assez américain de tirer des choses de disciplines qui sont multiples, notamment à l'université. Il y a un exemple qui est très connu, mais je vais le répéter, c'est Patrick Mahomes qui était un joueur de très très bon niveau au baseball. Il aurait sans doute pu jouer professionnel en MLB. Ouais, et justement, il disait que ça lui permettait d'avoir d'autres options, d'autres angles par rapport à son bras. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu là-bas s'inspirer de plein de domaines différents pour... Bien sûr. Déjà, pour parler d'une autre superstar, on a Kyler Murray qui avait été drafté à la fac. Russell Wilson aussi. Russell Wilson. Et Kyler Murray qui avait, du coup,
pas craché, mais qui avait refusé du coup quelques millions de dollars pour rester à la fac. Ça a payé puisqu'au final, premier choix de la draft l'année d'après. Mais oui, moi personnellement, dans ma fac, on avait aussi l'un de nos meilleurs quarterbacks qui avait l'opportunité d'être drafté en sortant du lycée, qui a refusé parce qu'il voulait à tout prix avoir son diplôme de la fac de Purdue puisqu'il est dans l'ingénierie aéronautique. On a un très bel exemple, même si Jordan c'est pas un Américain, Jordan il vient du basket et il le sait très bien, mais en première division, les coachs raffolent d'athlètes de joueurs qui sont des athlètes, c'est-à-dire que ce sont des joueurs de football, mais qui ont aussi joué au basket, ou alors qui ont couru en athlée. Depuis longtemps, depuis le lycée. Et depuis longtemps, ouais. C'est typiquement américain. En France, on n'a pas nécessairement l'opportunité de le faire, puisque nos saisons... Les infrastructures aussi, déjà, ça joue beaucoup. Les infrastructures, mais en plus, nos saisons, tout est ensemble. Ouais. Tout est ensemble, ouais. Puisque c'est avec des clubs, etc. Alors que, encore une fois, le système éducatif américain est différent et il y a une saison pour certains sports et une autre saison pour d'autres. Mais ouais, c'est vraiment typiquement américain, on en voit souvent. Moi, quand je suis arrivé à Philadelphie, ils venaient de prendre Jordan Mailata, qui était un Australien qui jouait au rugby, une bête. Quand tu as des belles bêtes comme ça, des rugbyman qui sont imposants mais qui savent courir, forcément, ils se disent c'est un athlète, on peut le développer, on peut le forger pour devenir un bon joueur de football. Et là, maintenant, il est titulaire. Il me semble qu'il est, il était titulaire à Philadelphie. Eh bien, messieurs, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Peter, Anthony, on donne d'ores et déjà rendez-vous aux passionnés le 7 février pour le Super Bowl sur la chaîne Équipe. Je crois qu'il y a un match. Et pas qu'aux passionnés d'ailleurs. À tout le monde. Tampa Bay face à Kansas City, donc Tom Brady face à Patrick Mahomes. On attendra une petite semaine pour donner les pronostics. Jordan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous les gars, merci à vous l'équipe, ça fait toujours plaisir. Et on pense à tous les Français qui sont aux États-Unis et à ceux qui rêvent un jour de marcher dans leurs pas et d'intégrer pourquoi pas la NFL. Et quant à Endzone, on se retrouve la semaine prochaine pour l'avant-dernier épisode de cette première saison. On parlera forcément de la grande affiche du Super Bowl. Peter, Anthony, merci à vous également et on se dit à la semaine prochaine. Merci et de la force à tous les joueurs français partout dans le monde. Ouais, merci Antoine, merci Peter et un grand merci à toi Jordan. Yes, bon courage Jordan. pour la préparation de l'hiver et du printemps et continue à bien suivre les cours frérot. Ouais, tu me connais de toute façon.